Watukufu Timoezeno, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Nous sommes en direct sur KTV et ce soir, je suis avec Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors Pierre, aujourd'hui dans la matinale de Cohésion, on recevait le préfet Seymour Morsi pour faire un peu le bilan de l'année 2015. Alors que nous a dit le préfet? A-t-il été convaincant? Je vous propose de commenter ensemble les points phares de son intervention. On parlera entre autres de la situation au port de Longoni, de la délinquance, de l'immigration et de fiscalité au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 19 janvier. Les jours passent et la situation ne s'améliore pas au port de Longoni. Les salariés de la Smart comme ceux de MCG sont plongés au cœur d'un conflit qui ne les concerne que de manière indirecte, mais qui donne lieu à de vives échauffourées. Toutes les explications dans votre journal. Pas une semaine ne passe sans que les champs du département ne soient pillés. Entre des propriétaires terriens victimes de graves préjudices économiques et des individus contraints de voler pour survivre, Mayotte est en proie à une situation explosive. Reportage. L'INSEE a dévoilé ce matin le visage des couples à Mayotte. Entre grand écart d'âge, forte mixité et répartition inégale hommes-femmes, une enquête qui donne un éclairage nouveau sur la société mahoraise. Et la situation n'évolue pas au port de Longoni, on vous l'a annoncé hier. Les salariés du groupe MCG ont exercé leur droit de retrait pour des raisons de sécurité évidentes suite à des menaces proférées par les agents de la Smart. Mais cette nuit, les agents de la Smart ont forcé le portail et se sont ensuite introduits sur le site pour terminer de décharger le bateau de la compagnie MSC. La tension ne retombe pas et aucune sortie de crise ne semble pointer à l'horizon. Tout de suite, les explications dans ce reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le port de Longoni a été soumis à une énième matinée de tension et de blocage ce matin. La situation n'évolue pas entre les deux sociétés, tandis que les salariés se retrouvent en première ligne d'un conflit qui ne les concerne que de manière indirecte. En effet, les tensions sont telles que les salariés du groupe MCG ont exercé leur droit de retrait hier. Aujourd'hui, dans le port, je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité parce que les salariés de Smart, ils ne veulent pas qu'on travaille. Ils ne veulent pas du tout, donc je ne sais pas pourquoi, vu que leurs dirigeants ils disent pas la vérité. Donc la seule solution c'est de bagarrer avec nous quoi. Et nous on n'est pas comme ça. Même la loi, ça c'est pas comme ça. Si tu grèves, mais tu n'as pas le droit d'empêcher les autres de travailler. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous aujourd'hui, on ne laisse pas le temps de travailler. Les salariés de MCG disent vouloir travailler et souhaitent maintenant passer un message à la population. J'ai un message pour tous les Mahorais, parce que je suis Mahorais aussi comme eux. Voilà quoi, eux ils sont là pour leur vie. Moi je suis en vie active aussi parce que je suis plus à l'école. Je dois travailler pour pouvoir manger aussi. Les parents aussi, la famille et tout. Mais si on m'empêche de travailler, je ne sais pas comment nourrir ma maman, mon papa et tout. Voilà quoi. Madame Nelly, waye kasato mtu hazini, mana watu smarti wao wana zao hazi, wasirina zatu, bele no contraire, wasi embauché, wala kazi ya embauché. D'ailleurs, arengi 44 postes zuzi, wala kazi ya babo, akarengi na 11 avant wa 44 wao, wala kazi ya beva projet zangina zijao, aisar sona tena mba lewana to soma, wana diplôme wa moja nekale ursar karsum tsama Madame Nelly, na weda lu entrepreneurim bole maore, wana watu watufanya hazi habi. Du côté des salariés de la Smart, le discours est à l'apaisement. Eux aussi ne souhaitent qu'une chose, travailler et ne surtout pas perdre leur travail. Chacun se renvoie donc la balle quant aux échauffourées de ces derniers jours. Aujourd'hui, on est descendu en bas, ils ont fermé le portail avec ces agents. Ils ne voulaient pas qu'on rentre. Nous, on n'a pas forcé du tout le portail. Mais quand ils ont vu que nous, on a le bateau qui est à quai, on veut travailler, ils nous ont laissé passer. Mais c'est eux qui ont commencé la bagarre depuis hier. Il y a son fils, comment s'appelle son fils, Yohan, qui est rentré avec son appareil photo en essayant de démarrer les machines. C'est lui qui nous provoque. On ne sait pas ce qu'il a dans sa tête, mais c'est lui qui nous provoque. Parce que nous, on est dans notre service, on n'est pas dans leur service. Smart wabaya ipor
amba kawasingia kawasila onezo tambo nserikali sana shadidisha amba shtuabalo adaike numero 2 be anoke moment wantu wa smart kawazia wantu wa MCG au watuka wonta amba walumo wafanya hazi amba wasifanya hazao sisifanya tranquillement narjomba wa float nyengi zilio amba nikaleo sema CGM wahara amba kasjamore wazangina zlotara amba sojamore wala wamoro skina taradud amba wo midwa kaitoja. Les salariés sont aujourd'hui dans une situation très compliquée, pris au cœur d'un conflit entre leurs directions respectives. Ils sont donc contraints de défendre leur camp, mais aussi et surtout leur avenir. Il y aura d'autres bateaux de marchandises. C'est ce que l'un des employés de la Smart nous disait, que les Mahorais ne s'inquiètent pas. Je vous l'annonçais au début de ce journal, l'invité de la matinale n'était autre que le préfet Seymour Morsi. Il est ainsi revenu sur les grands sujets qui préoccupent l'ensemble des Mahorais. Et parmi ceux-là, le blocage du port a bien sûr été évoqué. Une éventuelle intervention des autorités pour expulser la Smart a été évoquée. On écoute tout de suite ce qu'il a répondu. Madame Nel a obtenu une décision de justice. On a également signé une convention avec la Smart et Madame Nel, d'accord ? Donc, il faut que l'un et l'autre organisent leur travail, non pas à coup de blocage, mais à coup de construction positive pour qu'il y ait du travail. Comme je vous l'ai dit, il y a du travail pour tout le monde, pour que l'un et l'autre puissent faire l'accognage. Les forces de l'ordre, il faut savoir comment ça marche. Quand quelqu'un, imaginez que vous soyez vous envahi ici, d'abord vous devez faire constater par huissier. Ensuite, vous devez saisir le tribunal parce qu'on est dans un endroit privé, on n'est pas dans un endroit public, d'accord ? Donc comme c'est un endroit privé, il y a des procédures à suivre, mais je pense quand même qu'il faut raison garder, il faut que ces gens-là se parlent. Et alors bon, j'ai fait l'intercession. Normalement, j'ai pas à m'en occuper, mais j'ai fait l'intercession au dernier trimestre de l'année dernière. S'il faut réunir des acteurs, je le ferai volontiers, mais on ne doit pas gâcher le plus bel outil de développement économique de notre département. Et de retour sur le plateau de JTM, Pierre Bellucci est donc avec moi. Qu'avez-vous pensé de la réponse qu'a apporté le préfet Seymour Morsi ce matin ? Écoute, il se désengage finalement, si on entend ce qu'il dit. Ce n'était pas vraiment à lui d'intervenir, il l'a fait. Il y a eu effectivement le 23 décembre une signature de 2 accords. En sa présence, il était présent. C'est vrai qu'il a fait l'intermédiaire entre les deux sociétés. Or, on voit que quelques semaines après, ça ne fonctionne toujours pas. Ils n'arrivent pas à s'entendre. On peut se demander ce que font les autorités. Effectivement, on parle d'une intervention. Ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'il y ait véritablement des choses dites, des accords de signés, et qu'ils s'en tiennent. Les deux sociétés se tiennent à ces accords et que les autorités fassent respecter aussi ces accords. Il faut qu'à un moment ou à un autre, les choses changent, que ce port puisse se développer, qu'il puisse fonctionner à plein régime. Or, ce n'est pas le cas depuis plusieurs semaines. Ça dure, on a l'impression qu'il y a une sorte de laxisme. C'est un peu ce à quoi nous fait penser cette réponse. Un laxisme, on laisse les choses faire. On espère qu'une entente va arriver dans les prochaines semaines. Or, ça n'arrive pas. Je pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui que les autorités soient fermes. Il y a des accords. On est dans un état de droit. Le préfet ne cesse de le répéter. Le droit, toujours le droit, rien que le droit. Il faut vraiment aujourd'hui que les autorités s'en mêlent, qu'elles fassent respecter le droit pour la société Smart comme pour la société MCG. Et à partir de là, je pense que les choses iront bien et chacun respectera. La situation pourra se débloquer. Tout à fait. Je pense que vraiment, on en est là aujourd'hui. Il faut que les autorités s'en mêlent et soient fermes. Et autre grand sujet abordé avec le représentant de l'État ce matin, la délinquance. Elle préoccupe la population au plus haut point, d'autant que les chiffres de 2015 ont de quoi inquiéter. Le préfet semble donc s'en remettre à la mission programmée par l'État afin de faire un état des lieux de la problématique sur le département. Écoutons ce que Mayotte peut attendre de cette mission d'inspection générale des services de la gendarmerie et de la police. On va se poser des questions sur nos contrôles aux frontières, on va se poser des questions sur l'organisation territoriale de la police et de la gendarmerie, on va se poser des questions sur la meilleure adéquation des moyens par rapport aux problèmes que l'on rencontre. Donc non, c'est tout ça qui va être regardé, c'est ça qui est très bien. Mais donc effectivement, c'est le premier étage de la fusée avec l'arrivée de ces 36 gendarmes.
Pierre, quel est votre sentiment sur l'intervention du préfet concernant la délinquance, ce fléau qui ronge notre société ? Ah oui, alors là, on est vraiment sur une question qui préoccupe beaucoup la population, qui préoccupe tout le monde, l'insécurité. On entend le préfet, on entend ce qu'il nous dit, il nous explique que voilà, et c'est vrai, on peut constater que ces dernières semaines, avec les venues successives des ministres, il y a eu des évolutions. Il y a eu 44 PAFistes, il y a eu un planton d'affectés à Mayotte. Il va y avoir le GIGN, 36 hommes qui sont attendus. Tout à fait. Il l'évoquait ce matin également. Voilà, qui ont une formation militaire, donc voilà, ce sont des gendarmes d'élite qui vont arriver à Mayotte dans les prochaines semaines, peut-être cet été. Donc voilà, là, effectivement, il y a des actions. Maintenant, le constat est simple. Le préfet dit qu'il y a plus de plaintes, c'est pour ça qu'il y a plus de délinquance. Les gens vont porter plainte. Sur le terrain, on le voit, non, il y a plus de délinquance, tout simplement. Ça empire au fur et à mesure du temps. Maintenant, on peut espérer effectivement cette mission remettre un peu les choses à plat, notamment au niveau des services. Il va y avoir cette mission d'inspection des services, de la gendarmerie, de la police. On en attend beaucoup. Le préfet semble en attendre beaucoup. Je pense que c'est une préoccupation. Il est sincère. Lui essaye aussi de son côté de faire bouger les choses. C'est compliqué. Il remonte les informations. Maintenant, on a besoin que l'État agisse véritablement. Il y a un manque d'effectifs. Effectivement, il y a 36 hommes qui vont arriver. Ils ne sont pas vraiment spécialisés dans le terrain, on allait dire la petite délinquance. Ce sont surtout des personnes qui travaillent dans le terrorisme. Voilà, ils sont sur les grandes interventions. Tout à fait, les prises d'otages. Maintenant, effectivement, comme il le dit, on va pas bouder notre plaisir. Il s'agit d'hommes formés, très bien formés. Voilà, donc maintenant, il y avait la question de l'immigration aussi. Alors, ne pas relier délinquance et immigration, bien entendu, mais ça faisait partie, voilà, on le sait, la lutte contre l'immigration avec les effectifs. Et on va écouter ce que nous dit le préfet par rapport à l'immigration et notamment l'arrivée de 4 Syriens qui sont arrivés de manière illégale dernièrement. État d'urgence ou pas état d'urgence, les flux migratoires continuent en Europe. Ouais. On est un département européen aussi. On est un département français, mais aussi un département européen. Que la réalité qui fait que notre frontière est à quelques kilomètres de nous, c'est un problème que la Grèce a pu connaître, que l'Italie peut connaître et compagnie. Donc oui, il y a des flux qui continuent, mais partout. Ils arrivent, ils demandent en l'occurrence l'asile, puisque ça fait partie des pays qui sont concernés par les demandes d'asile. Des enquêtes sont en cours sur le profil de chacune de ces personnes-là, et vous pouvez imaginer qu'en période d'état d'urgence, mais de plus en plus désormais, la vigilance sera totale sur le parcours de chacune de ces personnes. Autre question qui fâche, celle de la fiscalité assassine pour les ménages du département. Taxes foncières et autres taxes d'habitation ont en effet plombé le budget de nombreuses familles en 2015. Mais qu'en pense le préfet ? On écoute sa réponse ce matin au micro de Patrick Milan. Qui est-ce qui fixe les taux ? C'est la commune. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, quand il vote un budget en déséquilibre, à ce moment-là, la Chambre régionale des comptes est amenée à faire des préconisations que je suis tenu de suivre, mais ça concerne 6 communes sur 17. Les 11 autres, ce sont elles qui ont fixé les taux qu'ils ont décidé d'appliquer. Alors, derrière, vous avez raison, c'est que ça pose une question, c'est qu'il faut élargir l'assiette fiscale. Quand je dis élargir l'assiette fiscale, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de personnes qui soient repérées comme étant contributeurs. Pour ça, ça rejoint la question que j'évoquais tout à l'heure, la question du foncier. Il faut qu'on arrive à la titrisation et il faut surtout qu'on arrive à développer l'adressage. Je pense que dans le cadre de la question foncière, l'adressage en fait partie et cette année sera une année majeure pour pouvoir mieux identifier qui habite où. Pierre, selon vous, a-t-il été convaincant concernant la fiscalité ? Alors, fiscalité, juste avant immigration, on va faire la distinction des deux. Donc, sur l'immigration, on peut un peu se poser la question. Il nous explique que, voilà, au niveau européen, il n'y a pas que Mayotte qui est touché. La porosité des frontières fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui arrivent. Alors là, on peut se poser des questions parce qu'il y a eu des mesures de prise. On est en plein état d'urgence. Donc, on attend vraiment à ce que les autorités soient très fermes et ce que les frontières soient fermées. En l'occurrence, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, des mesures ont été mises en place.
place. Est-ce qu'elle fonctionne? On peut se poser la question. 4 Syriens qui arrivent, on sait que l'immigration continue, il y a beaucoup de personnes qui continuent à arriver. C'est source de vives tensions, d'une grande précarité auprès de ces populations qui arrivent. Donc là, pour le coup, c'est vrai que sur cette question de l'immigration, on l'a trouvé un peu flou. Voilà, il nous a parlé de ce fameux bateau qui est posté entre Anjouan et Mayotte, mais qui a d'autres missions. Il est aussi dans tout l'océan Indien. Donc voilà, on l'a trouvé un peu plus flou sur cette question. Et alors, quant à la question de la fiscalité, là, on a un peu du mal à comprendre ce qu'il nous explique. Pourquoi parce que effectivement, il nous explique que ce n'est pas l'État qui décide, ce sont les communes. Mais les communes, si elles demandent plus d'impôts, c'est d'une part parce qu'au niveau du travail sur le foncier, la titrisation, ça n'a pas été fait. Donc voilà, c'est un travail qui traîne depuis des années. Ça crée d'énormes problématiques, notamment sur les impôts, les taxes. C'est-à-dire que ceux qui sont répertoriés, j'allais dire, paient pour tous les autres. Ça, c'est la première chose. Ça, c'était le rôle de l'État. Depuis 1974, le référendum, l'État aurait dû déjà faire ce travail. On sait qu'il va y avoir prochainement un observatoire de l'immigration, notamment, mais il va y avoir également sur le foncier un institut qui va être créé pour travailler sur cette question primordiale pour le territoire. Maintenant, voilà, on peut se poser la question sur l'État. Et puis aussi, on le sait, l'argent alloué aux communes l'est par l'État. Et à ce niveau-là, on sait que s'il manque de ressources aujourd'hui, c'est que l'État, et la Cour des comptes l'a révélé, ne joue pas suffisamment son rôle d'accompagnement. Donc lorsqu'il nous explique que c'est les communes et que lui n'y peut un peu rien, et que l'État, rappelons qu'il est le représentant de l'État, tout ne lui est pas dû. Donc on peut se poser la question. Il a été beaucoup moins convaincant, je trouve, sur ces deux questions-là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de son intervention ce matin ? Écoutez, c'est un peu mitigé. Et effectivement, c'est un très bon communicant, Seymour Morsi. Depuis le début, depuis qu'il est arrivé à Mayotte, il communique très très bien. On sent que là, il se bat, effectivement. On a parlé d'un préfet un peu partout. Il était partout, il travaillait énormément. Maintenant, on sent peut-être qu'il s'essouffle aussi parce que les combats sont rudes. Il doit mener beaucoup de combats, être sur beaucoup de fronts à la fois. On le sent un peu moins convaincant. Alors, est-ce que c'est dû à un prochain départ? On parle au mois de février de grand départ. Le préfet est-il sur le départ? On va écouter sa réponse. Nous lui avons posé la question ce matin lors de la matinale. Pour moi, le mois de février est un moment qui va être important. Ça va être l'anniversaire de ma directrice de cabinet et le mien. D'accord. Je suis du 5 février, si vous voulez me souhaiter. Donc on ne sait pas si vous partez ou pas en février. Concrètement, non. Ça se passe pas comme ça, on discute pas un peu avant avec... Non, du tout. On vous appelle le mardi soir pour vous dire... Et vous n'avez aucun écho avant? Demain, non, mais c'est la règle. Ouais. Demain, vous partez à tel endroit et vous avez 3 semaines pour dire au revoir. Alors Pierre, départ ou pas départ ? Écoutez, c'est difficile à dire. On a entendu sa réponse. Elle appelle que très peu de commentaires. Maintenant, c'est une année très importante. 2016, il va y avoir beaucoup de choses, notamment le document stratégique Mayotte 2025. Il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait. Il a été un peu l'initiateur, il y a quelques mois de ce document. En tout cas, c'est lui qui a démarré ce document, démarré le travail. Va-t-il être comme ça, coupé en plein élan? On ne sait pas. Après, on sait qu'avec le contexte difficile, peut-être que l'arrivée d'un nouveau préfet calmerait le jeu, peut-être que ça permettrait... Nouveau regard. Tout à fait, on sait que la population serait plus indulgente avec quelqu'un qui arrive que quelqu'un qui a déjà un passif de plusieurs mois. Donc voilà, nous allons voir tout ça dans quelques semaines, nous allons suivre de très près. Merci beaucoup Pierre d'avoir réagi avec nous ce soir. 20 700, c'est le nombre d'hectares de terrain que compte Mayotte, parmi lesquels des centaines de champs qui ne cessent d'être pillés quotidiennement face à des personnes en grande précarité et prêts à tout pour survivre. Les propriétaires terriens sont aujourd'hui démunis et lorsque l'on s'adresse aux individus qui commettent ce genre de délit, ils acceptent désormais de témoigner à visage découvert pour nous raconter comment ils en viennent à voler. Les autorités réfléchissent quant à elles à un plan global de lutte contre toute forme de délinquance, mais la tâche est loin d'être aisée. Un reportage signé de Shakila Youssouf, Abbas Alidi et Leslie Vimonet. Maoulida et Zahir nous racontent leur quotidien qui ressemble à celui d'une grande partie de la jeunesse mahoraise. Et si auparavant les jeunes qui commettaient des délits refusaient de témoigner à visage découvert, eux acceptent de montrer leur visage. Ils lancent en effet un SOS et s'adressent aux élus afin d'être pris en considération.
risdailia ntsohole shuke rengala mamera wasparavano tranquilo akensi wasmajoni riskensar mwatambu Dhamana watu kawasikiri warangalia ntongo zatu kwa wanua hima wanadina zao tu wasivana dona lao madoa lao tena ilo wasihunu karsivola tashtu mtu kaspara de ngo ya upinda tside shtu ya hula widzido baki ya mtu phone kakuspara shtu ya hula ono ntu vya mtu vale phone wa hibelo abe mwenyewe usike serikali twambu mashaka ilo abe na katuna vala makoki anza wakati sina no fikira mba resko vani tufanulwa tutula mshombo au mpanga na sirisenda tu ramusha dagoni maatro adisamba tsashturide wasramaren love enzo katsawarona. Cet entrepreneur de passage à Mayotte est venu à leur rencontre mais ne comprend pas pourquoi malgré toutes les aides qu'il existe, les autorités ne trouvent pas de moyens pour sortir la jeunesse de la précarité, d'autant que de nombreuses sociétés et autres associations mènent quotidiennement des actions afin de former, d'insérer et d'inciter les jeunes à créer leur société. Mais selon ce responsable de société mahorais, les délais de traitement des demandes de subventions sont trop longs. Moi j'ai la chance en France, j'ai mon entreprise, c'est bien, mais il faut le jeune de Mahorais ici qui faut son entreprise. Il donne le budget, il y a le budget spécial qui est voté pour le jeune de Mayotte. Et je ne sais pas combien, 10 000 € par création d'entreprise, il ne donne pas. On dépose le dossier, on attend 5 ans, c'est pas normal. Mission locale, s'ils ne bougent pas, les jeunes de Mayotte, on les a tués, c'est pas normal. Du côté des propriétaires qui se font piller, la tristesse et la colère dominent. Laini Mwenye-Mali, la présidente de la Fédération des agriculteurs de Mayotte, ne peut que déplorer ce que subissent les agriculteurs dépouillés et laissés pour compte. L'occasion pour elle de témoigner concernant les différents vols qui ont eu lieu dans son champ. Moi, j'ai ressenti ces vols sur mon exploitation comme si c'était toute ma personne qui avait été touchée. Et à partir de là, j'ai pu prendre sur moi, mais je te dirais, quand tu plantes tes bananiers et que tu te dis ton manioc, tu plantes tes fruits, tu te dis, d'ici quelques mois, je prends un exemple tout simple. J'ai des beaux goyaves sur mon exploitation. Je n'arrive pas à en vendre. Je vais t'en faire goûter. C'est un très beau produit. Je n'arrive pas à en vendre. Ainsi, 3000 agriculteurs qui doivent honorer leurs charges s'indignent de la situation et réfléchissent pour enfin se faire entendre. Mayotte se trouve donc dans une spirale infernale entre une population contrainte à la délinquance pour survivre et une autre victime de vols permanents. Et de voir ces jeunes qui acceptent désormais de témoigner à visage découvert montre qu'on assiste réellement à une délinquance de survie. Les autorités publiques continuent de lutter contre les déchets dans le chef-lieu. Le maire a fait de ce problème sa priorité dans le cadre des actions comme Uraafu Nahunono. L'opération de propreté continue de progresser avec cette fois-ci plusieurs poubelles bleues qui ont été mises à disposition du grand public. Accrochées sur les murs des remparts le long des trottoirs, ces poubelles accessibles et placées à proximité des lieux fréquentés. Regardez à quoi ressemblent ces nouvelles poubelles dans ce reportage de Shakila Youssouf et Adèle Laurent. Fixées à l'horizontale, ces poubelles bleues sont passées inaperçues, mais une fois indiquées, c'est agréablement surpris que l'ensemble des riverains réagissent. Je pense que c'est une bonne initiative. Ils prennent vraiment conscience que c'est important l'environnement, il ne faut pas jeter les bouteilles n'importe où. Je ne comprends pas bien le comportement des personnes, de la population. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ce que la mairie ou les gens sont en train les autorités sont en train de faire. Seulement, ils sont nombreux à ne pas comprendre qu'en majorité, les citoyens ne respectent pas les lieux publics et préfèrent jeter leurs déchets par terre. Des solutions ont été envisagées par les riverains afin de faire changer de comportement et responsabiliser tout le monde à la préservation de l'environnement. Pour cet administré, il faut continuer les campagnes de sensibilisation dans les quartiers. Il y a toujours des panneaux devant la poubelle. Il y a des otia poubelle partout basi kavuta mtu shindo kavuta mtu subutu la tashitu monti shtu mosika shitu
utie garni hao utie vingela goni hao utie poubelle hao mona poubelle utie utie chuzele armo poubelle. La mairie semble vouloir prendre des mesures fortes pour sanctionner les usagers qui ne respectent pas la commune et salissent les lieux publics. Mais pour le moment, seule la police municipale continue quotidiennement à combattre l'insalubrité malgré la tension et les menaces. Et c'est très important, hein, n'hésitez pas à utiliser ces poubelles bleues. Sans transition, Mayotte au bord de la guerre civile, ce sont les mots employés par Mansour Kamardine dans un article du Figaro paru ce matin. Et puis la première réunion de chantier du stade de Cavani, c'est aussi dans l'actualité de ce mardi 19 janvier. Tout de suite, l'actualité en bref. Hier 18 janvier a eu lieu la première réunion de chantier concernant le projet de rénovation du stade de Cavani. Madame Raïssa Andoum, 3e vice-présidente chargée de l'aménagement et du développement durable, en qualité de représentante du maître d'ouvrage, a rappelé l'importance pour chaque partie de respecter ses engagements et le calendrier. Elle souligne en effet les enjeux majeurs de ce stade pour la jeunesse sportive mahoraise qui a trop attendu. À l'issue de cette réunion, le maître d'œuvre, le cabinet Terret, a notifié aux représentants des entreprises les ordres de service correspondant aux 11 lots attribués. Ces dernières ont 60 jours à compter de cette date pour prendre possession des lieux et procéder à l'installation de leurs chantiers respectifs. Cette procédure est nécessaire avant la réalisation des travaux proprement dits, dont la durée est estimée à 18 mois. Durant cette période, le site de Cavani sera strictement interdit au public. Pour rappel, ce projet est cofinancé par le conseil départemental à hauteur de 6,8 millions d'euros et par l'État à hauteur de 3,6 millions d'euros via le CNDS qui a reconduit ses crédits pour une décision en date du 1er décembre 2016. La cérémonie de pose de la première pierre du stade de Cavani, initialement prévue le 15 janvier, avait été repoussée au 26 janvier, mais aura finalement lieu au mois de février 2016, sans qu'aucune date précise n'ait été dévoilée. Le département est actuellement soumis à de fortes pluies et le risque de forte houle est très présent. Ainsi, en cas d'alerte forte houle, des conseils de comportement ont été envoyés par Météo France. La population est ainsi vivement invitée à se tenir au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias. Il est ainsi conseillé de circuler avec précaution en bord de mer, limiter sa vitesse sur les routes exposées à la houle, ne pas prendre la mer, ne pas se baigner ou encore surveiller attentivement les enfants tout en bannissant les jeux de ballon à proximité de l'eau. Pour ceux qui vivent en bord de mer, il est conseillé de protéger ses biens face à la montée des eaux et si nécessaire d'évacuer les habitations et de se mettre à l'abri à l'intérieur des terres. Pour plus d'informations, il est possible de contacter Météo France au 02 69 70 04. Ce matin, le quotidien français Le Figaro a titré « Mayotte est au bord de la guerre civile ». Un article qui se base sur les propos de l'ancien député du département et actuel avocat au barreau de Mamoudzou, Mansour Kamardine. Ce dernier dresse un bilan très sombre de la situation actuelle sur le département. Rapport de la Cour des comptes, immigration clandestine, chômage, misère, insécurité. Le candidat à la présidence du parti Les Républicains à Mayotte n'y va pas de main morte et tire la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Je ne suis pas pessimiste par nature et les Mahorais montrent une belle capacité de résilience, mais je n'ai pas peur d'affirmer que Mayotte est au bord de la guerre civile. Sommes-nous condamnés à accepter l'inacceptable ? Il faut un réveil, un sursaut pour sortir Mayotte du marasme. Des mots durs mais réalistes qui possèdent depuis ce matin un écho à l'échelle nationale. Et comme vous le savez, nous sommes en vigilance forte pluie, comme le disait le site Météo France Mayotte. Comme le disait le site Météo France Mayotte, il pleut énormément. Toute l'équipe de la rédaction s'excuse si le son n'est pas excellent chez vous à la télé ou bien à la radio. Et avant de refermer cette édition, on parle de tendances de couple à Mayotte. L'INSEE, l'Institut national de statistiques et des études économiques, est en train de finaliser l'exploitation du recensement de la population de 2012. Il en est notamment ressorti une étude sur les familles publiée en novembre dernier. Et aujourd'hui, c'est donc une étude sur les couples à Mayotte qui a été rendue publique. Adèle Laurent était ce matin à la conférence de presse de l'INSEE. On regarde tout de suite ce reportage très intéressant. Après son enquête, qui permettait d'avoir une bonne analyse des familles à Mayotte, l'INSEE est allé plus loin en essayant de mesurer l'évolution et la vie des couples de l'île. Cette étude, déclinée en 4 grands points,
a notamment permis de comparer les couples mahorais aux couples français hors Mayotte. D'abord, on note qu'à Mayotte, les femmes mahoraises se mettent en couple plus tôt qu'en France. A l'inverse, les hommes ont une entrée plus tardive dans la vie en couple, mais augmentent leur taux de mise en couple de manière assez importante jusqu'à 35 ans. L'autre point, c'est qu'on a essayé d'analyser la mixité au sens du lieu de naissance. On voit que dans un tiers des cas, on note que les deux ne sont pas nés au même endroit. Une personne née en France et une personne qui est née aux Comores principalement. Après, le troisième autre grand message, il est lié à l'écart d'âge. C'est qu'à Mayotte, l'écart d'âge est important. La moitié des couples ont un homme qui est de 6 ans plus âgé que leur épouse. Cet écart n'est que de 2 ans et demi en France. Enfin, la mise en couple s'accompagne très généralement de la création d'un enfant. Un tiers de couples mixtes, un écart d'âge plus important, un couple sur 6 sans enfants et la moitié des Mahorais âgés de plus de 14 ans en couple. Cette étude novatrice a permis de mettre en lumière une partie de la société mahoraise. On va évidemment diffuser tout ça aux décideurs locaux, au grand public. Alors l'idée quand même de cette étude, c'est d'essayer d'avoir une meilleure connaissance de la société mahoraise, ce qui est un petit peu l'objet de toutes nos études, et en particulier d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes de la société. Et ça, c'est très très important pour orienter les politiques publiques. En ce moment, l'INSEE enquête sur la corrélation entre les migrations, la famille et le vieillissement. Cette enquête vise à mesurer de manière globale les dynamiques qui se situent dans les familles. Elle va être recoupée avec l'étude sur les couples afin d'apporter des éléments supplémentaires et donc de fournir une meilleure connaissance de la société mahoraise. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Un journal que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Et je vous le disais à l'instant, nous sommes donc en vigilance forte pluie. Je vous invite donc à regarder la météo pour la journée de demain avec Ornella Perrine. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 6h en radio dans le journal présenté par Pierre Bellucci. À suivre juste après, l'invité du temps de parole, c'était Solo, chef d'entreprise. Il était vendredi au micro de Patrick Milan. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée à vous sur KTV. Kwaheri.